Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre premier invité, Pierre Mauroy, figure tutélaire du Parti socialiste. Et dans la deuxième partie, je recevrai David Martinon, porte-parole de l'Élysée. Mais tout de suite, j'accueille Pierre Mauroy, sénateur socialiste du Nord. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Mauroy, un petit mot pour vous présenter, même si on ne vous présente plus. Vous incarnez l'histoire du socialisme, version social-démocrate. Vous avez embrassé la politique très jeune, à 15 ans. Vous avez grandi, mûri autour des grands arbres socialistes, bataillé contre Guy Mollet à la SFIO, posé les fondations du Parti socialiste avec Mitterrand, bâti le programme commun avec les communistes, négocié l'ouverture avec Michel Rocard. Vous avez été le premier ministre de François Mitterrand en 81 et vous avez été l'homme du tournant de la rigueur, puis premier secrétaire du Parti socialiste. Alors votre caractéristique, eh bien, c'est la loyauté, la fidélité et surtout une foi socialiste. Est-ce que celle-ci, depuis cette troisième défaite consécutive, cette foi socialiste n'est pas ébranlée aujourd'hui? Absolument pas. Elle est tout à fait intacte. Vous savez, on a connu une défaite, évidemment. Vous avez la troisième. Oui, mais l'enchaînement des faits, on peut l'expliquer. Mais j'en avais connu d'autres, hein, et des adaptations qui étaient bien plus difficiles que celles que nous avons à assumer maintenant. Mais est-ce que toutes les défaites sont difficiles? Il y en a pas des plus difficiles que d'autres? Ah, sûr. Il y a surtout eu des adaptations. Regardez, celle de 74, par exemple, après le congrès d'Épinay. Extraordinaire. On avait changé la vie, c'était notre slogan, avec François Mitterrand. Formidable comme campagne, etc. Bon, mais alors nous sommes battus. Mais nous sommes battus d'un cheveu. Un cheveu, 99, je crois, 49,9. Et Giscard d'Estaing l'emporte, mais vraiment presque de rien. Et je me souviens que le lundi matin, on est autour de François Mitterrand et on est tous prêts à repartir, mais vraiment pour mener la der des der, quoi. C'est-à-dire extraordinaire quand même. Et 81, la victoire. Et puis après, 81, c'était la victoire. C'est-à-dire que, vous voyez, à cette importante adaptation, c'est-à-dire que les socialistes allaient faire l'alliance avec les communistes. Pas facile. La longue histoire de la SFIO, etc. D'un régime communiste en URSS qui avait exécuté, etc., pendu les socialistes. Bon, mais là, on surmontait tout ça et nous allions vers l'union de la gauche. Il a fallu des efforts, il a fallu une adaptation pour en arriver là. Mais nous l'avons fait et ça a été une période absolument extraordinaire. Après le congrès d'Épinay, moi j'étais le secrétaire à la coordination, c'est-à-dire le second du parti, avec une équipe jeune, dynamique, etc. Et ça a été un mouvement général et j'ai connu 81. Voilà. Alors, vous avez dit un jour, l'histoire des socialistes se répète sans cesse. Aujourd'hui, vous avez l'impression de revivre quelle période? Est-ce qu'on est à la veille d'un congrès d'Épinay ou un congrès de Rennes? Le terrible congrès Tout à fait, je n'irai pas jusque-là. Je crois que le congrès d'Épinay a vraiment été, alors là, un congrès crucial, quoi. Pourquoi? Parce que la SFIO s'était développée en opposition au Parti communiste, surtout ça. Mais elle avait gardé, attendez, l'article 1er du Parti socialiste, c'était le signe distinctif, c'est finalement la nationalisation, quoi, des moyens de production et d'échange. Bon, vous voyez déjà ce qu'on avait gardé, quoi, finalement, du vieux socialisme de la fin du 19e siècle. Et comment, par conséquent, il a fallu s'adapter progressivement. Et aujourd'hui, ça vous rappelle quoi, cette période? Aujourd'hui, ce que vous vivez aujourd'hui au PS, puisque vous dites que l'histoire se répète en permanence, qu'est-ce que ça vous rappelle? Aujourd'hui, ça me rappelle un peu, finalement, si vous voulez, 74, là où nous avons perdu, où il a fallu par conséquent repartir. Bon, ça me rappelle un peu, finalement, le lendemain de 93. C'était terrible, 93, législative. Ça, c'était législatif. Terrible. Terrible, pourquoi? Parce que François Mitterrand, au deuxième septennat, alors, lui, il passe très facilement, avec plus que M. Sarkozy, ici, mais nous n'avons pas la majorité absolue. Il faut, par conséquent, une adaptation. Et ça a été l'adaptation du gouvernement Rocard, quoi. Où déjà, c'était
des centristes, mais c'était plus exactement l'ouverture. On appelait ça à des gens de la société civile. Quoi. Donc aujourd'hui, on en fait tout un... Alors on a vu arriver des ministres qui n'avaient jamais fait beaucoup de politique, et puis alors, semaine après semaine, ils s'en allaient, quoi, parce que finalement, ils n'étaient pas du tout adaptés à ce positionnement-là. Mais enfin, finalement. Alors là, le parti a connu vraiment une épreuve. Après ça, en 93, c'était une défaite législative. Hein. Alors, vous êtes un peu le sage du Parti socialiste, un peu la statue du commandeur au PS. Vous faites aujourd'hui quelle analyse de l'échec de Ségolène, de Ségolène Royal, oui, on peut dire. Écoutez, l'analyse de l'échec, c'est d'abord que nous assumons cette responsabilité collective. C'est d'abord, contrairement d'ailleurs à ce que pensait François Mitterrand, et moi-même d'ailleurs, d'accepter le quinquennat et finalement surtout l'inversion. Bon, ça devait nécessairement prendre le quinquennat, c'était avoir une république beaucoup plus rapide, quoi. Bon, alors ça, on est servi maintenant, puisqu'on a un président de la République qui court sans cesse. Bon, ça, c'est le quinquennat. Mais surtout l'inversion, quoi. Ça change beaucoup, quoi. Aujourd'hui, si il n'y avait pas l'inversion, on va Vous le devez à un socialiste, Lionel Jospin. On aurait pu, Lionel Jospin, puis les autres, tous ceux qui ont accepté finalement cette analyse. Moi, j'ai fait part à Lionel Jospin en son temps de ma façon de voir, mais enfin... Mais ça, c'est quelque chose de technique. Moi, je vous parlais plutôt de pourquoi le PS est devenu... cette tragédie que vous vivez depuis cette troisième fois consécutive, vous ne la devez pas au hasard. Est-ce que finalement, les socialistes sont encore audibles auprès des Français? Est-ce qu'ils apportent les bonnes réponses? Nous sommes un grand parti démocratique, vous savez, et par conséquent, on fait tout avec l'assentiment de nos militants, et quand l'adaptation à une situation politique, mais vraiment qui évolue très 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 rapidement, l'adaptation n'est pas facile, quoi. Vous voyez comment Ségolène Royal, quelles conditions que finalement elle a commencé cette adaptation. Cette adaptation a finalement séduit les militants. Bon, mais quand elle dit quelque chose s'est levé. Comment? Quand elle dit le soir du 6 mai, quelque chose s'est levé. Mais elle a raison. Qu'est-ce qui s'est levé d'après vous? Ce qui s'est levé, c'est la remise en cause. C'est de dire nous devons dépasser peut-être ce à quoi on croyait hier. Il faut s'adapter. Surtout, il nous faut un régime parlementaire, véritablement parlementaire, et une espèce de social-démocratie nouvelle. J'aime pas beaucoup utiliser... C'est DSK, incarné par Dominique Strauss-Kahn. Non, mais je n'aime pas beaucoup ce jeu des étiquettes. D'abord, en ce qui me concerne, dans la bataille naissante du nouveau Parti socialiste, on m'appelait le social-démocrate. Ça n'était pas tout à fait juste, et ça n'est pas tout à fait juste vis-à-vis de Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi ? La France ne peut pas connaître de social-démocratie. La social-démocratie, c'est social, c'est-à-dire un accord fondamental entre les forces du travail, c'est-à-dire les syndicats, et finalement l'organisation politique. On n'a rien de semblable en France. Ça ne se passe pas comme ça se passe en Grande-Bretagne, ou surtout comme ça se passe en Allemagne. Mais est-ce que la social-démocratie incarnée par DSK, puisque c'est lui qui l'incarne, peut être un modèle de recomposition au PS? Non, moi je dirais ça autrement. J'essaierai d'éviter par le mot social-démocratie, je peux pas le dire, mais pas du tout. Venant de moi, c'est pas du tout un grand mot, au contraire. Je peux le faire mien. Mais il n'est pas juste, quoi, actuellement, parce que ça donnerait l'impression que l'union de la gauche, ceux qui sont avec nous, etc., on veut s'évader. Non, il n'y a pas à s'évader. Il faut continuer, au contraire, le regroupement, le rassemblement, disons, pour créer un nouveau parti socialiste. Et faire une social-démocratie à la française. C'est-à-dire une social-démocratie qui ne peut pas compter sur l'appui, comme en Allemagne, comme en Grande-Bretagne, de toutes les forces du travail, parce qu'il n'y a pas une confédération générale du travail avec l'ensemble des travailleurs. Le SPD, il a fait sa mue en 59 à Bad Godesberg, donc il l'a fait depuis un bail. Vous, les socialistes français, c'est long. Est-ce qu'on a l'impression que vous mettez toujours à plus tard cette espèce d'aggiornamento, cette mue que les socialistes, le travail sur soi, finalement, qui repousse toujours à plus tard? Moi, j'aime beaucoup le SPD, j'ai beaucoup fréquenté l'Allemagne. Et vous savez que j'ai été vraiment un de ceux qui ont travaillé le plus près de Willy Brandt. J'étais le président de l'Internationale socialiste pendant 9 ans. Quoi. Par conséquent, je dois vous dire qu'en Allemagne aussi, ils avaient connu la défaite. Ils avaient connu par conséquent une période terrible.
Ce qu'a été 45 en Allemagne a été naturellement bien différent de ce qu'a été 45 en France. Par conséquent, ils ont tout remis en cause. L'État allemand, etc. Ils ont rompu surtout avec l'idéologie marxiste. Oui, puis il fallait rompre aussi avec le peuple qui avait été entraîné par Adolf Hitler et tout ça. Non, c'était une remise en cause fondamentale. Mais ça ne leur a pas beaucoup coûté. Ouais. Nous, il n'y avait pas de raison. Donc, cette évolution ne devait se faire que beaucoup plus lentement. Alors ça, c'est le passé. Mais pour l'avenir, par exemple, quand Ségolène Royal dit qu'il faut revisiter le logiciel des socialistes. Ah oui, ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire faire une coupure par rapport à un socialisme historique qui vient du 19e siècle, qui finalement était abandonné un peu par tout le monde, quoi. Bon, de même que le communisme, on a fait l'alliance avec le Parti communiste, mais le communisme moscovite, on sait ce qu'il est devenu après l'écrasement du mur de Berlin. On sait ce que le communisme représente en Chine ou dans certains pays dans le monde. C'est-à-dire un communisme, on peut dire un communisme vraiment capitalistique, quoi, on peut dire. Hein. Donc, non, il ne faut par conséquent inventer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait clair, ça. Et Michel Rocard dit la première chose à faire pour une refondation du PS, c'est de penser. Donc, visiblement, il pense qu'on ne pense pas au PS. Si, bon, tout de même, pas exagérer, ne pas. C'est ce qu'il dit. Mais il a toujours des formules comme ça, Michel Rocard. Non, mais tout le monde pense, lui le premier et bien d'autres, quoi. Alors, mais c'est une adaptation, c'est que ce vieux parti socialiste qui s'est déjà bien transformé avec le congrès d'Épinay, etc., ne peut pas faire non plus une refondation tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Donc, il faut que tout ça se mette en mouvement. Et puis pour ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faut des leaders. Oui, alors justement, on en parle. Les leaders, donc, est-ce que... Il ne peut pas y avoir de refondation, il ne peut pas y avoir de grands mouvements, surtout actuellement. Avant, c'était peut-être possible. Mais actuellement, avec la télévision, avec les médias, tout l'effet médiatique, il faut avoir une leader. Bon, il faut en avoir plusieurs. Alors, qui c'est ce leader pour vous? Est-ce que c'est Ségolène Royal qui doit être absolument. C'est elle qui l'a emporté, qu'est-ce que vous voulez? C'est elle? Ah oui, c'est elle. Vous la soutiendrez? Comment? Vous la soutiendrez? Je l'ai soutenue, dites-moi. Non, mais sur le leadership, pour être premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est le Parti Socialiste, c'est-à-dire les militants du Parti Socialiste, qui vont accorder ce leadership. J'entends bien. On sait bien qu'il y a plusieurs candidats, quoi. C'est bien là notre faiblesse dans un grand parti démocratique. Mais c'était notre force aussi, d'avoir des leaders tout de même de qualité. Elle l'a emporté. Elle l'a emporté. Je considère maintenant qu'il faut une période d'apaisement pour gagner ces élections législatives, c'est-à-dire avoir le plus de députés possible. Bon, et pour ça, je crois que Ségolène Royal a une place. Elle n'est pas peut-être leadership, elle n'est pas le premier secrétaire. Ça, c'est les militants qui pourront l'accorder à elle ou à d'autres, ils décideront. Mais tout de même, la place qu'elle a prise dans cette campagne, la façon dont elle l'a menée, la façon dont elle a anticipé l'avenir, la façon dont elle a attiré des foules, la façon dont elle a rassemblé tout de même 17 millions de votes, la façon dont elle a rattrapé des voix du Front populaire, du Front national, qui nous avait bien manqué en 2002. En plus, beaucoup de jeunes des banlieues. Ensuite, le succès qu'elle a eu dans de nombreuses grandes villes. Quand on pense Bordeaux, elle est en tête. Toulouse, elle est en tête, etc. Dans la région parisienne, elle fait aussi un score. Bon, elle est par conséquent... Vous la soutiendrez, vous, en tout cas. Comment si elle se présente en tant que premier secrétaire, vous êtes derrière elle. Elle s'est imposée, quoi. Ouais. Elle s'est imposée, par conséquent, elle doit être considérée comme la personnalité éminente pour le présent, sans être ni premier secrétaire, ni candidate, puisque le problème ne se pose pas. Il va partir, la François Hollande. Oui, mais bon, ça sera au parti pas de choisir. Mais je la considère que de la façon dont elle a mené cette campagne, elle est manifestement, et dans le cœur des militants, c'est la réalité. La majorité de nos militants, si on votait aujourd'hui, c'est elle qui sortirait comme candidate au poste de premier secrétaire. Et Fabius et DSK out? Mais écoutez, out, non, il ne s'agit pas de les mettre out. Non, mais out pour être premier, pour avoir le leadership. Ils ont des qualités vraiment extraordinaires l'un et l'autre.
Fabius a pris une orientation, il l'a choisi comme ça, mais il s'est trompé. Par conséquent, bon, il faut qu'il rattrape ça. Il est en train de le rattraper d'ailleurs. En ce qui concerne Strauss-Kahn, bon, c'est tout. Il aurait pu, mais c'est elle qui l'a emporté. Il faut qu'ils aient la sagesse d'accepter le leadership présent de Ségolène Royal. Parce qu'après les législatives, on va sortir les couteaux. Ça, il faut s'y attendre. Oui, ben moi je parlerai à ce moment-là. Mais Vous direz quoi ? Il n'est pas question de ça. Non, non. Pour le moment, je leur dis rassemblement. Et je ne pense pas qu'ils sortiront leurs couteaux comme ça. De toute façon, pas les moyens. Ils seront obligés. Et tout simplement, ils savent bien que celui qui sera désigné comme premier secrétaire sera désigné par l'ensemble de nos militants. Ils connaissent parfaitement le parti et ils savent quelle est actuellement, quelle est la température au niveau du parti. Ségolène Royal bénéficie d'une large audience et du soutien, je crois, d'une majorité des militants. Tout ça devrait amener le calme et devrait nous permettre de voir une campagne législative où nous allons améliorer le nombre de députés que nous avons à l'Assemblée. Voilà, on peut faire mieux, bon, et beaucoup mieux même. Mais enfin, la vague bleue, quand même, elle va être là, a priori. Oh, écoutez, oui, mais entre laisser sans partage à un président de la République qui est déjà en train de dénaturer la République telle qu'on la connaissait jusque maintenant, manifestement, il donne une autre orientation. Alors là, certains disaient, c'est la 5e, il faudrait passer à la 6e, etc. Mais on est déjà bien plus loin. On va vers une monarchie maintenant, disons, parlementaire, quoi. Bon, si on veut empêcher ça, si on ne veut pas tout lui donner, ce qui serait très dangereux pour tous ceux qui ont voté pour Ségolène Royal, eh bien pour ça, il faut se rassembler et il faut gagner les élections. Je veux dire par là, avoir le plus de parlementaires socialistes possible. On l'a bien compris. Merci Pierre Mauroy. On se retrouve dans la deuxième partie avec notre second invité, David Martinon, après le journal. Merci. Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre deuxième invité, David Martinon, porte-parole de la présidence de la République. Bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Les Français vous connaissent peu, mais ils vont vite s'habituer à votre visage, car vous allez être régulièrement invité dans les studios de télévision et de radio. Alors, quelques mots pour vous présenter. Signe particulier jeune, 36 ans. Un physique qui hésite entre le côté d'enduit et l'universitaire anglais, formé à l'ENA. Vous choisissez la voie diplomatique, la politique, vous êtes tombé dedans très jeune, à 19 ans. Pendant des années, vous avez été nourri au lait du libéralisme version Alain Madelin, mais vous avez été vite guéri par la rencontre avec votre grand homme, Nicolas Sarkozy. Vous flashez pour lui proposez de travailler pour lui, il accepte. Vous lui fournissez notes et argumentaires durant 2 ans. Vous le convainquez et vous voilà embarqué dans la Sarkozy. Après avoir été conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, où vous organisez ses voyages à l'étranger, vous devenez porte-parole. Un porte-parole qui parle. Alors là aussi, c'est une rupture. Mais est-ce que la rupture, ce sera qu'il n'y aura plus de langue de bois ? Ce sera à vous de nous le dire, mais effectivement, le président de la République actuel certainement parlera plus que ses 2 prédécesseurs, qui étaient plutôt sur une stratégie d'expression et de communication plus espacée. Il parlait moins, il parlait de manière plus solennelle. Nicolas Sarkozy, de ce point de vue-là, à mon avis, ne changera pas. Il parlera beaucoup, fréquemment, mais sans régularité, à chaque fois qu'il en sentira le besoin. Et donc, du coup, son porte-parole a lui aussi l'instruction de parler. Ça veut dire qu'il fera des conférences de presse ? Vraisemblablement, oui. Mais pas forcément au sein de conférences de presse, un peu n'importe quand. On l'a vu effectivement beaucoup sur le terrain ces derniers temps, et effectivement, il parle quand il voit un micro. Donc il s'est rendu au Havre mardi pour une réunion républicaine, enfin c'est un peu le terme politiquement correct, mais c'était vraiment un peu un meeting, on peut le dire. Alors voilà un nouveau président chef de campagne des législatives. Est-ce que finalement il a réalisé qu'il avait été élu président et qu'il n'était plus candidat ? Bien sûr, sinon il aurait fait meeting tous les jours. Mais en l'occurrence, il a besoin d'une majorité parlementaire pour engager tout le programme qu'il a présenté aux Français pendant la campagne des présidentielles. Et il a tenu à marquer son engagement et son souhait de demander d'avoir les Français lui donner une majorité au Parlement. Oui, mais il a une majorité présidentielle. Pourtant, pourquoi se mobiliser ainsi ? Parce que dans le fond, il n'y a pas péril en la demeure. Parce qu'une victoire est indispensable
si on veut éviter la paralysie des institutions, et parce qu'aucune victoire n'est jamais acquise en politique. Alors, la gauche critique cette intervention au Havre, ce meeting. Ils disent le président doit être au-dessus des partis, c'est le président de tous les Français. Est-ce que finalement, après avoir fait l'ouverture, il n'est pas dans une stratégie de clivage, retourne dans une stratégie de clivage? Honnêtement, je trouve qu'il a donné un certain nombre de signes après son élection et avec la constitution du gouvernement que justement, il s'était libéré de ses amis, sans les renier. Mais il leur a dit que son élection l'obligeait à s'ouvrir, et c'est ce qu'il a fait. La composition du gouvernement le montre, avec l'entrée de Bernard Kouchner, avec l'entrée d'Hervé Morin, avec l'entrée de Martin Hirsch, de Jean-Pierre Jouyet. C'est plutôt, au contraire, à mon avis, une stratégie d'ouverture. C'est pas d'ailleurs une stratégie, c'est une ouverture d'esprit. Voilà. Comme il a été élu avec un programme extrêmement clair, qu'il a présenté très longuement aux Français pendant toute la campagne électorale, il a un mandat d'autant plus clair et fort. Et c'est donc au contraire pour lui le moment de s'ouvrir et de rassembler le plus large possible s'il veut aller au bout de ses engagements. Alors, il a cité Danton, qui a fini le révolutionnaire guillotiné. À vrai, de surcroît. Voilà, et en disant de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, et la France sera sauvée. Sarkozy, le révolutionnaire, en quoi il va être le plus audacieux, d'après vous? Ça participera du commentaire, mais les engagements qu'il a pris et ce qu'il a représenté à nouveau lors de son discours de mardi soir, ce sont des engagements très forts, très lourds. C'est vraiment une rupture avec l'immobilisme des 15 dernières années. La révolution, si révolution il y a, elle est précisément là, dans la force de ses engagements et dans sa détermination à les appliquer et à les imposer. Et on a vu ces derniers jours un certain nombre de commentaires sur le thème, comme d'habitude d'ailleurs. C'est trop compliqué, ça te coûte trop cher, c'est pas efficace. Lui, il a redit qu'il irait jusqu'au bout, qu'il tiendrait tous ses engagements. On a le sentiment qu'il veut faire tout en même temps. Est-ce que c'est faisable? Lui, d'être sur tous les fronts. Il va tenter de nous le démontrer, mais lui considère effectivement qu'il faut engager toutes les réformes en même temps, que ça ne sert à rien de perdre du temps, qu'il faut aller vite parce que la France a besoin d'action rapidement, et que pour autant, c'est pas parce qu'on va vite qu'on ne travaille pas beaucoup et qu'on ne consulte pas beaucoup. Donc il fera comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il ira vite tout en consultant, en parlant, en travaillant. Alors, un président qui va à 100 à l'heure, un jour à Berlin, l'autre jour au siège d'Airbus, à la cantine, on le voit avec les syndicats, et un peu le don d'ubiquité. Est-ce qu'il ne va pas donner le tournis parce qu'il faut qu'il tienne 5 ans comme ça? Oui, mais en même temps, souvenez-vous, en 2002, vous disiez déjà ça, qu'il allait se fatiguer et fatiguer tout le monde. Jamais fatigué. Bah non, vous voyez, les Français l'ont élu avec 53% des voix et 85% des Français se sont déplacés aux urnes. Ils n'avaient pas l'air d'être lassés. Et je confirme que, à mon sens, il ne ralentira pas. Comment on tient le rythme quand on travaille avec Nicolas Sarkozy? Vous, ça fait depuis 2002. Vous avez l'impression d'être à bord d'un Mirage 2000? Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être à bord d'un Mirage 2000, que ça va très vite, qu'il faut être très concentré. Et c'est une sorte de miracle, mais l'organisme s'habitue. Ah oui. Voilà. Le vôtre s'est habitué? Oui, il s'est bien habitué. Et de temps en temps, il y a des coups de... De temps en temps, on dort. Ah, de temps en temps. De temps en temps, il nous arrive de dormir. Vous me rassurez. Donc, toutes ces réformes, là, ça va être un peu les 12 travaux d'Hercule. Ce sera à quel rythme? Est-ce que ce sera au rythme de l'action ou au rythme, quand même, tout de même, du dialogue social? Non, le dialogue social, forcément, il l'a déjà engagé. Il y a déjà eu... Oui, mais il a un rythme, ce dialogue social. On peut pas... Mais vous voyez, le rythme, lui, quel que soit le rythme, il y a dialogue social. On en est déjà, finalement, au deuxième round de rencontres, puisque président élu, pas encore investi, il avait déjà reçu tous les partenaires sociaux, et puis pas ensemble, les uns après les autres. Et il a, ces derniers jours, il a terminé mercredi matin avec Madame Parisot, il a revu tous les partenaires sociaux, et je vous confirme qu'il continuera à garder le contact avec eux. Il y a des rendez-vous qui seront fixés dans les semaines qui viennent. Et donc, dans son esprit, les réformes ne peuvent aller que dans le dialogue. Alors, la Constitution dit que c'est le gouvernement, le chef du gouvernement, qui détermine la politique de la France, qui la pilote. Là, c'est le président, le cœur du pouvoir est à l'Élysée. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui va rester à François Fillon ? Est-ce que c'était à lui est-ce que c'était à Nicolas Sarkozy de recevoir les syndicats, par exemple? Est-ce que c'est pas à François Fillon de le faire? François Fillon était présent. Deux choses. D'abord, il a pris des engagements personnellement au cours de cette campagne, donc il les tient.
Donc il s'engage lui-même, que ce soit sur le dialogue social, sur les réformes sociales et fiscales, ou sur Airbus, ou sur la relance du traité institutionnel européen, sur tous ces sujets-là. Effectivement, il a décidé de s'en saisir lui-même. Pour ce qui est de François Fillon, il faut bien voir les choses, il ne faut certainement pas chercher à les opposer, ils sont parfaitement complémentaires, et si ce n'était pas le cas, sans doute que Nicolas Sarkozy aurait choisi un autre Premier ministre. S'il a choisi François Fillon, c'est parce que c'est lui qui a préparé le programme au sein de l'UMP, qu'il le connaît par cœur, de fond en comble, qu'il en partage l'esprit, et que c'est l'homme de la situation. Mais alors, il le recadre un peu parce que par exemple, le service minimum, François Fillon dit on discute, et puis au syndicat, et puis si vous n'êtes pas d'accord, eh ben, on fera une loi, et puis ça se passera comme ça. Nicolas Sarkozy recadre en disant non, d'abord une loi cadre qui pose les bases de la discussion, et après, on discute. C'est une subtilité non, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas sarkozienne. de nuance entre le président et le Premier ministre. Je crois qu'ils sont exactement sur la même ligne. Pas l'épaisseur d'une feuille de papier. Non, enfin, vraiment, sur l'affaire du service minimum, ils sont tous les deux d'accord sur l'objectif. C'est ce qui a été présenté aux Français pendant la campagne. Et ils sont tous les deux d'accord pour faire en sorte de laisser la chance au dialogue social, mais avec un objectif bien précis. Alors, je voudrais parler d'un personnage dont on parle beaucoup, mais c'est un petit peu l'Arlésienne, on la voit pas beaucoup. Ça va être le rôle de Cécilia Sarkozy, qui avait créé un peu la stupéfaction parce qu'elle n'avait pas voté au second tour de la présidentielle. D'abord, est-ce que vous avez à dire quelque chose là-dessus? Ouais, je trouve au contraire que c'est pas du tout l'Arlésienne et que je trouve que le jour de la passation de pouvoir, on a vu qu'elle, ou presque. Cécilia Sarkozy est présente. Voilà. Non, mais quel va être son rôle finalement? Parce que son rôle de première dame, on s'interroge un petit peu sur son style. C'est vrai que c'est une femme moderne, c'est pas Danielle Mitterrand, encore moins Anémone, encore moins Bernadette Chirac et ses pièges jaunes. Est-ce que ce sera une sorte de mélange d'Hillary Clinton ou de Jackie Kennedy sur l'élégance? Quel sera son rôle? Qu'est-ce qu'elle va faire à l'Élysée? Sur l'élégance, il y a certainement beaucoup de ça. Plus du côté d'ailleurs de Mme Kennedy que de Mme Clinton, à mon goût. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas une fonction d'être première dame de France. C'est pas une non, mais fonction. oui, il faut en faire quelque chose. Revanche, oui, mais avec une grande liberté. Et Cécilia, c'est aussi une mère de famille. Sa famille a été un peu bouleversée par ce changement très profond qui est l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence. Pour le moment, elle s'occupe de sa famille. Elle fait en sorte de la protéger. Nul doute que le moment venu, elle fera un certain nombre de choix quant à ce qu'elle pourrait faire. Oui, est-ce qu'elle aura des organisations caritatives? Est-ce qu'elle va s'occuper? Est-ce qu'elle a des propositions? Elle a eu des propositions, elle a déjà un certain nombre de propositions. Sur quoi vous pouvez nous en dire un peu plus? Elle a, comme c'est une figure qui est connue à l'étranger, qui est connue en France, qui correspond à une image d'ailleurs très favorable de la France, il est vrai qu'on lui a demandé de porter un combat, de porter une cause. Un certain nombre d'ailleurs. Ça, pour éviter de nous mettre mal avec certaines de ces organisations, je me tairai parce qu'elle n'a pas encore fait son choix. Mais le moment viendra où elle décidera des causes qu'elle a envie de soutenir. Pour le moment, elle s'occupe essentiellement. Vous n'avez pas nous dire. De toute façon, aujourd'hui, elle s'occupe essentiellement d'interventions personnelles à caractère humanitaire et ça lui prend déjà pas mal de temps. D'accord. Sur toujours le style de l'Élysée, le 14 juillet, la fameuse Garden Party que Jacques Chirac affectionnait tant, qu'est-ce que ça va devenir avec Nicolas Sarkozy? Est-ce que là encore, on va avoir affaire à une rupture dans le style, dans le genre? Oui. Qu'est-ce qu'il prépare le 14 juillet? C'est une surprise, comme toutes les surprises, il ne faut pas les dévoiler avant. Mais en effet, il a un certain nombre d'idées, qui sont des idées très personnelles. Il a des idées, mais lesquelles? Oui, il en a surtout, mais il en a effectivement aussi sur l'organisation du 14 juillet. Il entend effectivement dépoussiérer un peu cet exercice et lui redonner un lustre qui peut être un lustre international. Voilà. International, c'est-à-dire qu'il y aurait des invités... Oui, c'est à l'étude. Effectivement, il y a un certain nombre de symboles. Et des qui Français qui viendraient comme ça, qui ont fait l'actualité, ou ce sera un peu fermé C'est pas quelqu'un qui ferme en général. Donc effectivement, il y a un certain nombre de pistes de ce genre-là que nous sommes en train d'étudier pour les mettre en œuvre. Ouais. Mais est-ce que ce sera forcément mélangé avec la population française qui traditionnellement est invitée ce jour-là? Mais il n'y a pas de cloison étanche entre ceux qu'il faudrait favoriser et la population française.
Alors, le 6 et le 8 juin aura lieu le G8 en Allemagne. Le dossier chaud, bien sûr, c'est le Darfour. Et Bernard Kouchner donc, propose un corridor humanitaire par le Tchad. Est-ce que d'abord, il faut convaincre les autres pays? Et est-ce que c'est pas un peu un emplâtre sur une jambe de bois? C'est un dossier extrêmement compliqué, dont je rappelle que Nicolas Sarkozy, très tôt dans la campagne, avait dit qu'il ferait une de ses priorités diplomatiques. Il y a un certain nombre d'idées qu'on est en train d'étudier, que le président va étudier. Ce qui est sûr, c'est que vraisemblablement, les corridors humanitaires peuvent être, en tout cas... C'est pas suffisant. En tout cas, il faut le faire. En tout cas, il faut arriver d'une manière ou d'une autre à le faire. Et là-dessus, Bernard Kouchner a consulté un certain nombre de partenaires. Les idées avancent, mais simplement, on ne peut pas s'engager n'importe comment. Il faut réfléchir à ça dans la mise en œuvre. Mais à l'évidence, c'est quelque chose qu'il faut favoriser. Et Nicolas Sarkozy l'avait dit à plusieurs reprises au cours de la campagne. Alors, je voudrais vous parler de la Turquie aussi, parce que c'est un dossier aussi assez compliqué. Donc, pendant la campagne, Nicolas Sarkozy avait été clair, il n'est pas favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et il a dit qu'il s'opposerait à la poursuite des négociations de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Or, on voit que la réalité est tout autre, et que finalement, la France ne va pas opposer son veto à la poursuite de ces négociations. Est-ce que finalement, c'était pas un peu une promesse en l'air? Alors, d'abord... la position de Nicolas Sarkozy sur la Turquie n'a pas évolué depuis son élection. Il pense toujours la même chose. Pour lui, la Turquie n'a pas sa place en Europe. La Turquie est en Asie mineure. Deuxièmement, il l'a dit et redit, sa priorité, aujourd'hui, c'est la sortie de crise institutionnelle en Europe. Et pour ça, objectivement, en Europe, on sait très bien comment ça se passe. Si on veut trouver des solutions, si on veut résoudre des problèmes, il faut à tout le moins essayer de les prendre les uns après les autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est de régler la crise institutionnelle, c'est d'en sortir. Et la date, c'est 21 et 22 juin. Pour ce qui est de la Turquie, il y a plusieurs questions dans la question. En réalité... Il ne peut pas bloquer ces négociations. Il avait dit qu'il le ferait, il ne peut pas le faire. La réalité... Non, si, il peut, mais est-ce que c'est utile? Il peut. En réalité, il n'a pas répondu sur la question des chapitres là, qui pourraient être ouverts à la fin du mois de juin. Il n'a pas répondu sur cette question-là. Ce qu'il a dit, c'est que dès lors que rien de définitif ne devait être décidé aujourd'hui, alors pourquoi ne pas se poser la question un peu plus tard? Par exemple, quand la question institutionnelle aura été réglée. Ça fait partie des grandes questions que les Européens doivent se poser maintenant avec sérieux. La question des frontières de l'Union européenne est une question lourde et il faut y travailler sérieusement. Pour autant, il faut aussi veiller à ne pas humilier les Turcs, tout en rappelant que pour nous, la Turquie n'est pas en Europe et qu'elle n'a pas vocation à y entrer. Et donc c'est là-dessus qu'on essaie de travailler et faire en sorte de trouver un équilibre entre les deux. Le conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy, Jean-Daniel Lévit, est parti secrètement à Ankara pour un peu calmer les esprits. Calmer les esprits, non, parce qu'il y est allé de manière discrète, il n'a pas fait de conférence de presse, mais en tout cas, c'est pas secret. Quel est le but de ce voyage? Le but de ce voyage, c'est Nicolas Sarkozy et Recep Erdogan en ont parlé au téléphone, et Nicolas Sarkozy lui a proposé d'envoyer Jean-David Lévit à Ankara pour rencontrer ses collaborateurs. L'idée, c'était d'essayer d'abord que les deux présidents et premiers ministres se parlent directement ou par collaborateurs interposés, et non pas à travers les médias pour éviter d'envenimer les situations. Première chose. Deuxième chose, tout en constatant que chacun campe sur sa position, les Turcs veulent entrer en Europe, la France ne veut pas, en tout cas le président de la République ne souhaite pas l'adhésion de la Turquie, malgré ces positions qui sont éloignées, essayer de trouver un chemin pour que la question turque ne pollue pas notamment les négociations institutionnelles en Europe, de faire en sorte que la relation franco-turque, qui est multiséculaire, qui est très ancienne, qui remonte à François Ier et Soliman le Magnifique, continue d'être une relation dense, riche, faite d'intérêts économiques partagés et d'intérêts politico-stratégiques partagés. Parce que les soldats français et les soldats turcs combattent ensemble sur un certain nombre de théâtres d'opérations, comme en Afghanistan ou ailleurs. Donc nous avons besoin de continuer à travailler ensemble, et pour autant nous avons besoin d'assumer notre désaccord de manière efficace et pragmatique. Et c'est ça que Jean-David Lévit est allé examiner à Ankara avec son homologue turc. Merci David Martinon. Merci de votre invitation. Et bon courage à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de Politique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.